BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face ce matin entre Philippe Béchade en plateau avec nous pour la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Et en liaison téléphonique avec nous, Julien Nebenzal depuis Futur IM. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, Julien. Un petit mot sur cette tendance. Comment est-ce qu'on doit jauger les marchés à la porte ce matin des 5000 points 5000 points qui semblent vouloir se refuser un petit peu, Julien. Oui, on a eu un peu de volatilité, donc on a des mouvements qui peuvent sembler être incertains et hésitants, mais la conclusion, c'est un creux en V sur les marchés financiers. Donc on a une baisse extrêmement violente au mois de mars et puis une reprise qui est en train de permettre de rejoindre les plus hauts déjà sur le Nasdaq. C'est à portée de quelques 4 à 5%, je crois, sur le S&P. Sur le DAX, à mon avis, c'est une question de semaine. Il y a des indices un peu plus faibles, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, pour lesquels ça prendra vraisemblablement un peu plus de temps. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui ne modifie pas la ligne générale et je pense que la dynamique reste très positive, très haussière sur les marchés actions. Philippe, votre regard, vous, sur cette évolution de marché, c'est quelques seuils, ils sont pas tout le temps réels, mais ils sont psychologiques et c'est parfois suffisant, ces 5000 points. Oui, 5000 sur le CAC 40, 10 000 points sur le Nasdaq, puisque le Nasdaq 100 hier soir a refranchi brièvement le cap des 10 000 points. On est à 48 heures de la séance des 4 sorcières. Premier semestre d'anthologie, plus forte baisse suivie du plus fort rebond. À moins de la chute d'un astéroïde ou d'une guerre nucléaire sino-indienne, je ne vois pas ce qui peut faire rebaisser les marchés d'ici vendredi. Ils vont être soutenus coûte que coûte. D'ailleurs, lundi, on a failli avoir un raté. D'habitude, le lundi, les marchés montent, ils ouvrent sur un gap de 3% à la baisse. Et puis derrière, bien sûr, Deus ex machina, la Fed arrive avec l'annonce qu'ils prennent le contrôle maintenant du marché obligataire corporate, après avoir pris le contrôle il y a déjà près de 10 ans du marché des dettes d'État. Voilà, donc la Fed contrôle absolument tout, évite des faillites et elle encourage effectivement le sentiment que rien ne peut arriver et du coup tout le monde a compris, enfin je parle surtout des nouveaux actionnaires entre guillemets, ils ont compris qu'on ne peut pas perdre en bourse. Ça y est, maintenant c'est vraiment ancré. Alors les professionnels, eux, regardent ça en se disant mais où est-ce qu'on va avec un S&P avec 25 de PER forward, 21 avec les méthodes classiques. On a le Russell 2000 des valeurs petites et moyennes qui est à 40 fois les bénéfices, c'est du jamais vu. La moyenne historique c'est 19. Mais vous avez toute une génération d'opérateurs qui viennent et qui sont acheteurs. Ils sont acheteurs parce que ils sont nourris avec des tutoriels qui leur disent la tendance est votre ami et aujourd'hui surtout les banques centrales sont vos amis. D'ailleurs, regardez, la Fed administre totalement le marché obligataire. Donc il n'y a pas de marché puisqu'il n'y a plus qu'un seul acheteur et on peut dire que sur les actions maintenant virtuellement il n'y a plus qu'un seul acheteur aussi, c'est la banque centrale. Donc c'est un jeu où on ne peut pas perdre. Comment voulez-vous que les gens ne se mettent pas tous massivement boule? Bon. Parfois, on perd pendant un petit moment quand même, et parfois il y a quand même des doutes. Et là, à l'issue de cette crise sanitaire, de cette crise, de cette épidémie, on a la question de la deuxième vague. Alors aux États-Unis, on se la pose alors qu'on est encore submergé par la première, mais en Chine, on pensait le cas réglé, et puis voilà qu'à Pékin, on reconfine, on referme les écoles, on resuspend les vols. Ça vous interpelle, ça vous inquiète, Julien, ce deuxième cas chinois ? Je suis pas très compétent sur en fait l'évolution d'une maladie comme celle-ci, et en plus quand j'écoute ce qui est dit par des spécialistes, les informations sont parfois contradictoires et souvent on conclut qu'on ne sait pas.
Donc, le commentaire que je pourrais faire sur l'hypothèse d'une deuxième vague serait pour le coup extrêmement Mais vous vague. êtes spécialiste, Julien, c'est pour ça que la question vous est posée. Vous êtes spécialiste des comportements de marché. Donc la perception psychologique, Ouais. l'impact psychologique de tout ça, c'est là-dessus en fait qu'on attend votre point de vue. Oui, mais justement, la baisse qu'on a eue là, liée à l'apparition de cette pandémie, c'est une baisse qui ressemble en fait à 87, à 98, mais qui ne ressemble pas à 2007, 2008, 2009. C'est-à-dire que ça n'est pas un retournement cyclique qui est organisé et pour lequel il faut des actions éventuellement budgétaires et monétaires qui vont dans le sens d'un soutien à l'activité. C'est un choc véritable, c'est un choc immédiat, c'est un choc d'ailleurs totalement imprévu. Et quand je cite 87 et 98, je les cite pas pour rien, c'est parce que ce sont des baisses de la même ampleur qui se sont produites sur un sommet de marché et non pas après un long processus de retournement. Si vous regardez les crises qui sont liées au cycle économique, enfin les baisses de bourse, donc les crises boursières, il y a d'abord un phénomène de retournement qui est très long, qui prend plusieurs mois. Là, ce n'était pas le cas. Donc c'est analogue à 87 et à 98. La différence, c'est que 87 et 98, c'est le système financier seulement lui-même qui provoque la baisse des cours, alors que là, c'est l'effet justement du lockdown, c'est-à-dire l'effet du confinement qui impose en fait à l'économie de s'arrêter. Le sujet est donc pour à la fois les autorités monétaires, mais aussi les États. Le sujet est donc de créer les conditions pour que que les effets de ce confinement soient le plus limités possible. Il apparaît, je crois, que les mesures qui ont été prises sont vraiment significatives. Tout le monde constate que finalement, on ne sait même plus compter tout à fait les dizaines ou les centaines de milliards qui sont libérés dans l'OCDE, qui ont déjà été libérés, qui vont continuer à l'être. Donc on est sur quelque chose qui est singulier, voilà, qui est vraiment très particulier. Et je crois que s'il doit y avoir une analyse comportementale, c'est ne pas rentrer dans l'idée qu'il s'agit d'une récession cyclique qui a été provoquée justement par cette pandémie, mais plutôt d'un choc exogène, imprévu, et contre lequel en fait il faut des mesures. Alors je reviens à 87 et 98, ce sont des creux en V, hein, c'est-à-dire qu'on récupère la totalité du mouvement en quelques mois. Eh bien c'est ce qui est en train de se passer. C'était d'ailleurs, si on regarde les crises d'épidémie en Asie, hein, ne serait-ce que le SARS, c'était d'ailleurs la même chose qui s'était passée là-bas. Et à cette époque-là, ils étaient comme l'Europe, on va dire l'Europe et les États-Unis, ou comme l'Occident, ils étaient quand même peu organisés. Donc ils avaient eu un creux en V, moins 20-25% de baisse de la bourse en 2 mois. Et puis 3 mois plus tard, on était revenu au point de départ. Et c'est ce qui est en train de s'organiser là. Donc je crois que si je dois avoir donc une lecture comportementale au-delà des éléments d'analyse notamment technique que je citais, c'est qu'on a une lecture, on véhicule une lecture qui n'est pas forcément la bonne. On s'accroche à des scénarios cycliques, alors qu'en fait c'est un événement, encore une fois, ponctuel, exogène, qui n'appartient pas en soi à un cycle économique, qui n'est pas le produit d'un renversement économique. Et donc la dynamique, comme je disais tout à l'heure, de la bourse, va dans le sens de cette amélioration soutenue par les banques centrales et les États. Vous faisiez la moue, Philippe ? Un petit peu, parce que je pense que le ralentissement économique était déjà amorcé en 2019. Pratiquement tous les indicateurs pointaient vers le ralentissement, des bénéfices qui ne progressaient plus, des chiffres d'affaires qui plafonnaient, et surtout un endettement global de tous les agents, hein, aussi bien le particulier, l'entrepreneur, l'État. On était au maximum de la dette, maximum historique de la dette au mois de février, quand d'un seul coup survient le grand confinement. Donc on était déjà, si vous voulez, sur un refroidissement général. Si vous voulez, il y avait déjà un petit peu de givre un peu partout. Puis là, d'un seul coup, on se prend une énorme chute de neige, donc qui paralyse les routes, qui paralyse les aéroports, tout ce que vous voulez. Et la question est de savoir en combien de temps ça va fondre, et est-ce qu'on va pas se prendre une deuxième couche. Je pense que c'est ça le problème. Quand on regarde là par exemple les ventes de voitures au mois de mai, moi je me rappelle des interviews qu'il y a eu sur BFM, vous alliez chercher les impressions des concessionnaires, etc. C'était magnifique. Le 13 mai, 2 jours après le déconfinement, les gens faisaient la queue, on n'avait jamais enregistré autant de commandes, ça redémarrait, il y avait 2 mois de retard à combler, c'était extrêmement prometteur.
Résultat des courses, en France, on est à moins 50,5. En Europe, on est à moins 52. Et en Allemagne, où finalement les gens n'ont pas été vraiment confinés, et où l'économie a continué de tourner, ils sont également à moins 49,8. Enfin, à moins 50 par rapport à mai 2019, alors qu'on nous disait qu'au mois de mai, tout redémarre. Alors hier, heureusement, divine surprise, les ventes de détail aux États-Unis, plus 17,7. Bon, le mois précédent, c'était moins 15,6. Et quand vous regardez sur un an la courbe des ventes de détail, on est à moins 6,5 par rapport au mois de juin, au mois de mai 2019. Donc, fort rebond, effectivement. Mais ensuite, il faut s'interroger comment et pourquoi. Tout simplement parce qu'avec les chèques qui sont envoyés par l'État américain aux ménages les plus fragiles, en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat supérieur à ce qu'ils touchent lorsqu'ils travaillent. Et souvent, c'est des gens qui travaillent à mi-temps, etc. Donc là, il y a peut-être un effet d'aubaine. En tout cas, il y a peut-être 50 millions d'Américains qui aujourd'hui gagnent plus d'argent en ne travaillant pas et avec l'hélicoptère money. Donc cet argent a été dépensé. Alors moi, ce qui me stupéfie, c'est que je suis pas tout le seul. Enfin, je suis pas le seul à avoir bien compris que des Américains recevaient plus d'argent que quand ils travaillent. Donc beaucoup d'économistes disaient, mais a priori là, quand on entend les chiffres de vente chez Target, chez Walmart, chez les Amazon, etc., on a un super mois de mai. Et qu'est-ce que les experts anticipent? Un rebond de 7,7% de la consommation. C'est 17,7. Alors, ou alors ils sont complètement idiots, ou alors ils ont fait exprès. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il faut un petit peu se fier à ce qu'on voit. Mais par contre, la réaction du marché, alors elle, systématiquement, c'est 17,7 au lieu de 7,7. Mon Dieu, quel bon chiffre. Bon. Voilà. Et à se demander si on ne minore pas justement des statistiques, on produit des pronostics totalement faux, pour le dire clairement, pour ménager un effet de ravissement. Bon.